journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine. Tout de suite le sommaire. La cérémonie de prestation des serments des nouveaux hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux s'est déroulée jeudi 14 septembre 2023 au Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Et puis la condamnation de Jean-Marc Kabunda a suscité de vives réactions de la part de la population congolaise. Et certains sont contre cette condamnation et d'autres par contre saluent la décision de la Cour. Et enfin, un nouveau rapport d'Amnesty International dénonçant des violations des droits humains commises au nom de la transition écologique en République démocratique du Congo a été publié mardi 12 septembre 2023. Respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment. C'est en ces mots que le haut magistrat nouvellement nommé de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de parquets généraux près de ces hautes juridictions, que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris acte de leur prestation de serment. C'est jeudi 14 septembre au Palais de la Nation, en présence du Premier ministre et chef du gouvernement, du Premier vice-président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, de la ministre de la Justice et garde-sceaux, de plusieurs membres du gouvernement et celle de chef des corps. Ces derniers ont été nommés par l'ordonnance présidentielle le 28 août dernier après la révocation et la démission d'office de plusieurs magistrats civils et militaires pour de fautes lourdes et condamnation à des actions pénales suite à des infractions. Parmi les concernés, on note deux magistrats ayant de différents titres. Il s'agit notamment de conseillers à la Cour d'appel, conseiller à la Cour de cassation, conseiller au Conseil d'État, juge permanent du tribunal de commerce, juge du tribunal pour enfants, président du tribunal de paix, substitut du procureur général, procureur de la République. Par ailleurs, le président de la République avait mis à la retraite plusieurs magistrats civils du siège ainsi que du ministère public avec bénéfice de l'honorariat et de mérita. Azaki pe député mo asala pe mo makambo lelo tande kingabo ekomi kingabo eza kobeba po babimisa ye kaka po babimisa ye abima ayo continue kosala musala na ye po soki sa ye ma tro tozolela bala kingabo tozolela po babimisa ye kingabo eza kolala kingabo ekomi salite bakonzi bazana baokipe twa kingabo te po babimisela biso ye tozana posa na ye ata musala na ye. Dossier ya Jean-Marc tosepeli nango te toza biso tu bato na IDPS ebongai tobongisa babongisa na ndenge ya bien ke kokondane moninga bongo esali bien te. Jean-Marc na kingabo azali lokola diverseur moko boya ndotsa donc abongisa biso kingabo makasi yango esali ke basheko tu balamuka bamama bazali babalamuka na kingabo po apartir ya Jean-Marc abongisaki kingabo. Bon, esali biso bien te tolelaka na motema bamekota na dossier ya Jean-Marc babimisa ye. Dossier nanga moni o mystique fort ya mwana mboka absence ya Jean-Marc vraiment lingabo ya mo pasi kotala ndenge makambo ezalaki na lingabo te bakangi boya nga moni o mystique bakonza mboka bameka mpe kotala na dossier wana non balibere batika ye balibere mpo nanga batika ye kaya kabundi ekozala lokola oyo ya kamere te parce que oyo ya kamere epesaki biso satisfaction te moto bajuge bakondamné pendant 20 ans tomoni mwa ngonga muke abimi na ye et puis a récupéré ba fonction ya makasi azo travailler peut-être que oyo ya mbalo pe kozala ndenge wana na yebi te mais soki eza ndenge wana ezali déception mpona biso bapeuple.
qualification avec manière, c'est ce que le Ferry congolais du ballon rond attendait et c'est fait. 2 buts de Théo Bongonda et Fiston Mayele ont mis en liesse la RD Congo dans son ensemble et en particulier les présidents de la République qui a daigné convier les léopards de la RD Congo victorieux devant les crocodiles du Nil du Soudan et qualifiés à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. C'est dimanche 10 septembre à la période présidentielle à l'enceinte de l'Union africaine. Ce 20e ticket africain est un motif de fierté pour le premier citoyen de la République et le plus averti. Quelqu'un a eu l'idée d'aller dénicher l'oiseau rare, Sébastien Desabre, ce coach qui ne cesse vraiment pas de m'étonner et qui en une année, on va dire, a fait de vous une équipe qui, à mon avis, va encore surprendre. Je suis très fier de vous et au nom de toute la République, du peuple congolais, j'aimerais vraiment vous féliciter. Et il a renchéri en rassurant et les joueurs et les supporters d'une préparation assidue pour la phase finale Côte d'Ivoire 2024 et d'y assister physiquement si les dispositions protocolaires permettent et les résultats aussi. Je disais tout à l'heure au sélectionneur que vous êtes tellement séduisant que j'ai envie aussi de vous voir dans une situation où vous êtes vraiment en difficulté pour voir votre capacité de réaction, de revanche comme ça. Et ça, je suis curieux de le savoir parce que je vois la hargne que vous avez et je crois que si vous êtes apte à remonter comme ça ce que qui était une situation désespérée pour nous, ça veut dire que sur le terrain, même en 90 minutes, en 90 minutes, si vous êtes en difficulté, vous pouvez être piqué à vif et redresser aussi une situation. Vous avez du caractère et ça j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que vraiment je souhaite que cette équipe aille de l'avant. Les acteurs confiants avaient compris, mais une gratitude pour le soutien leur apporté par le président de la République, malgré la mauvaise entame donne de la voix. On a fait parce que je n'ai pas joué seul sur le terrain. On a joué avec tous mes coéquipiers et je dis bravo à coach et son staff parce que nous, on a mouillé notre maillot sur le terrain. Ce fut un risque pour lui, mais en professionnel, il a osé et le résultat est positif que passionnel. En partant avec 0 points en 2 matchs, donc je me rappelle des premiers discours que j'ai eu avec les garçons, on a toujours dit qu'il fallait faire 3 victoires et un nul pour se qualifier en espérant faire de bons résultats pour se donner le dernier match contre le Soudan décisif parce qu'on savait qu'on allait être poussé par tout un pays à domicile, c'est ce qui a été le cas hier. Donc non, c'est bien. Après, il faut reconnaître que le mérite revient aux joueurs parce qu'ils se sont investis dans tout ce qu'on leur a demandé de faire. Convié en ce moment d'incertitude, le ministre des Sports, l'homme des défis, a comme mot 9e jeu de la francophonie fait la différence. La RDC est en train de revenir, n'est-ce pas, d'abord en phase finale de la CAN. Ça fait énormément plaisir au peuple congolais, comme le président Félix Tshisekedi a rappelé. Ça fait la joie de toute une nation. Et en plus, je crois que la RDC doit être présente quasiment à toutes les CAN. Et c'est pour ça que nous nous engageons dans cette dynamique pour voir comment ne plus rater une seule édition de la CAN. Dieu merci, on a une nouvelle génération de joueurs, on a un coach posé avec un staff équilibré et on a une grande chance d'avoir un président qui aime le sport, qui est attaché au sport et qui particulièrement s'adonne au football. C'est une chance, il faut dire. Vaut mieux le début d'une chose que son commencement.
La société Congo Airways est en faillite depuis quelque temps, mais a suspendu ses vols depuis les débuts de cette semaine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas resté indifférent sur la question de la situation de cette entreprise d'aviation civile. Dans une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé avec le ministre des Transports Marc Ekila et le directeur général de Congo Airways José Dubié-Loya pour voir dans quelle mesure trouver rapidement des solutions pour que cette entreprise reprenne ses activités. Au sortir de cette réunion, le ministre des Transports a affirmé que le gouvernement est prêt à s'impliquer personnellement pour que ce plan de relance se fasse le plus vite que possible. Nous venons d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en rapport avec la situation actuelle de la compagnie nationale Congo Airways. Comme vous le savez, la direction générale a lancé un communiqué faisant état de la cessation des activités pour un temps, le temps de régulariser les contrôles au niveau des avions, mais aussi il y a la question de la relance et de l'exploitation en termes de pérennisation de la société auprès du Premier ministre, parce que c'est un programme qui avait été déjà accepté par le gouvernement. Alors le Premier ministre nous a invités pour lui donner plus de détails. Pour sa part, José Dubié-Loya, directeur général de Congo Airways, est revenu sur les raisons de cette interruption momentanée des vols, entre autres éviter les risques, car cette entreprise a des normes à respecter. Nous avons posé assez rapidement le contenu des besoins que nous avons pour relancer assez rapidement l'exploitation. Et nous avons effectivement eu une oreille attentive. Et nous espérons en tout cas que dans les jours qui viennent, une solution va être trouvée pour permettre à la compagnie de reprendre le réseau par très rapidement l'acquisition de 2 avions en location pour nous permettre d'assurer la continuité de l'activité et continuer le processus justement d'amélioration des conditions de sécurité de notre exploitation, qui du reste le mot-clé au fait de notre exploitation. La sécurité d'abord. C'était difficile de prendre cette décision, mais c'est une décision qui est inévitable. Congo Airways étant membre d'IATA, et nous avons des normes à respecter, et le risque doit être évité. Pour rappel, la compagnie d'aviation Congo Airways avait annoncé à travers un communiqué la suspension de ses vols en début de semaine. Selon le DG, le budget pour acheter les moteurs pour ces avions est de 28 millions de dollars américains. Le directeur général et le président du conseil d'administration du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales CEC, Freddy Mwamba et Dave Kalimba, ont été reçus en audience par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à la primature. Ces derniers sont venus solliciter l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre des différents projets visant la maximisation de recettes pour les pays, notamment l'implantation de laboratoires, des certifications du CEC à travers le territoire national. Nous avons été face à quelqu'un qui comprenait déjà tout ce que nous avons, comme on avait comme projet, et comme le DG venait de le souligner, il a promis son soutien total. Il va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Ce que nous voulons au CEC, c'est redorer l'image de l'État. C'est-à-dire nous voulons donner une autre vision, une nouvelle dimension, une nouvelle vision. Nous voulons entrer totalement dans la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshilombo, qui a voulu faire des Congolais des millionnaires. Et c'est par cette voie-là que nous voulons réaliser et reconstituer cette classe moyenne qui nous manquait dans ce pays. Le CEC est un service public à caractère technique du ministère des Mines. Il est le fruit de la libéralisation de l'exploitation, de la détention et de la commercialisation des substances minérales produites en République démocratique du Congo. C'était lors de cette réunion avec les cadres de la direction d'inspection de son ministère que le patron de l'économie nationale, le Dr Vital Kamerhe, a lancé le mardi 12 septembre 2023 la mission de contrôle économique. C'était en présence du secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité.
Durant 15 jours, ces missionnaires ont pour tâche de s'assurer du respect par les opérateurs économiques de la réglementation en vigueur dans ce secteur, notamment sur les structures des prix des produits et services sur le marché. Cette mission vise aussi à mettre fin à toutes sortes d'abus dans le secteur économique à l'approche de la fin de l'année. D'après le numéro 1 de l'économie nationale, des instructions claires ont été données aux inspecteurs économiques pour mener convenablement cette mission. Il s'agit des règles à observer sur le plan déontologique, technique, administratif et procédural. Les inspecteurs vont descendre sur le terrain pour vérifier si les prix affichés ont été calculés en respectant la structure des prix et la marge autorisée sur le plan de la loi. Ils ont pour mission aussi de préserver le pouvoir d'achat de la population. Ils doivent lutter contre la rétention de produits signalés déjà importés et se trouvant dans les entrepôts en République démocratique du Congo, mais qui sont rares sur le marché. Puisque créer la rareté sur le marché, c'est une façon aussi d'éviter que l'offre ne rencontre la demande et vous pouvez comprendre que les prix vont s'emballer. Notre ambition est de faire de la direction générale de l'inspection la jumelle de l'inspection générale des finances. Et pour cela, il faut mettre les gens dans de bonnes conditions. L'État va récupérer beaucoup de moyens. Plus que les moyens, l'État va protéger les consommateurs qui ont des droits que nous devons protéger. Ces missions ne doivent pas se transformer en mission de tracasserie. C'est pourquoi le secrétaire général, à ce niveau, il a une antenne de surveillance où il sera informé en temps et en heure du comportement de chaque inspecteur et répercutera chaque jour ce rapport au niveau du cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'économie. Nous déclarons donc le débit de cette mission de contrôle qui va durer 11 jours, 15 jours. 15 jours. Je vous remercie. Merci. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a martelé que cette mission ne devrait pas se transformer en une sorte de tracasserie contre les opérateurs économiques. Un mécanisme a été mis en place au niveau du secrétariat général pour surveiller le travail qui sera effectué sur le terrain, notamment observer les comportements des inspecteurs. Ce qui a été conclu, bon, disons, nous sommes... la corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stani Boujakera. Donc nous sommes d'abord, dire au ministre de la Communication et des Médias, notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stani Boujakera puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stani Boujakera recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stani puisse comparaître en homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre en homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Nous avons demandé que les lois de la République soient respectées par tous les services de la République. Et donc, tous les services de la République sont soumis à la loi. Nous, en tant que professionnels des médias, nous, en tant qu'organisation professionnelle de droit, professionnelle des journalistes, nous tenons absolument à ce que ce principe constitutionnel de la liberté de la presse, le droit d'informer, soit à tout prix préservé. C'est dans la salle de la plénière du 3e étage revêtue de sa plus belle robe que c'est
déroulé en présence notamment de 2 vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante, du rapporteur adjoint, du questeur adjoint et quelques cadres de la Commission électorale nationale indépendante, avec objectif optimiser le rendement dans une recherche d'efficacité. La vision managériale du président Denis Kadima Kazadi consistait à placer les cadres et agents de la CENI au centre de son action en créant des conditions optimales. Le tout était de mettre un contenu dans le référendum en vue de redorer l'image de l'institution dans une stratégie de développement. Vraiment de réceptionner les clés que vous venez de nous confier. Nous vous promettons de garder ce bâtiment en bonne mère de famille, parce que vous êtes aussi acteur de la masculinité positive et vous voulez promouvoir les femmes. Voilà pourquoi nous disons les femmes qui sont ici présentes, moi-même, et les hommes, nous vous promettons de garder ce bijou. C'est depuis l'histoire des élections qu'aujourd'hui la CENI est dotée d'un beau bâtiment grâce à votre esprit managérial, les rebranding. Remerciant tous ceux qui ont contribué à cette réalisation, le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante a invité l'ensemble de ses forces vives à contribuer à la préservation du siège dans un état de propriété et assurer la maintenance de ces bâtiments. Et pour moi, c'est un motif de satisfaction parce que tout ce que moi je cherchais, c'est que, évidemment, avec les collègues, nous nous sommes dit qu'il faut que l'espace du travail soit de qualité. Mais pour être du rang mondial, ce n'est pas que par la maîtrise de votre travail, mais c'est aussi le cadre dans lequel vous évoluez. Quand on est dans un environnement sain, même dans de bonnes conditions de travail, la productivité aussi s'améliore. Je suis persuadé que cela sera le cas. Chers collègues, protégez ce bijou, améliorons-le continuellement. Ayant reçu les clés du bâtiment rénové, le président de la commission électorale, Denis Kadima Kazadi, a transmis à son tour au questeur adjoint en charge de la logistique qui a fait la promesse d'aller dans le sens souhaité, en faire l'usage convenu et prendre le plus grand soin de ses acquis. Expulsion forcée, menaces, actes d'intimidation et tromperie contre les populations locales. Telles sont notamment les accusations portées contre le multinational exploitant les cuivres et les cobaltes dans le sud-est de la République démocratique du Congo. C'est Amnesty International qui a lancé l'alerte dans un rapport publié ce mardi intitulé « Alimenter le changement ou les statu quo ». Dans ces documents, Amnesty International et l'Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, une organisation basée en RDC, s'épanche sur l'impact des droits humains des 4 projets dans la région minière des Kolosi. Les deux organisations non gouvernementales soulignent que les populations riveraines ont été forcées de quitter leurs maisons et leurs terres agricoles pour permettre l'expansion des activités minières, entraînant ainsi la disparition de villages entiers. La RDC fournit plus de 70% du cobalt mondial, métal crucial pour les batteries utilisées dans l'électronique et les voitures électriques. Seulement, la nécessité de décarboner l'économie mondiale ne doit pas engendrer de nouvelles violations des droits humains, rappelle Amnesty International. Accueilli par Nico Nzao, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du gouvernement sur ce projet, le ministre s'est émerveillé des réalisations. Une section de 500 mètres déjà revêtue du précieux bitume a même déjà vu la mise en œuvre du marquage au sol. Il se souvient que c'est au mois d'octobre 2022 qu'il avait personnellement lancé les travaux de cette deuxième phase de la route qui connectera prochainement les quartiers Maloueka et Sangamamba pour ressortir sur l'avenue Mamaemo dans le quartier Kintsuka à hauteur de pompage. C'est un projet qui va absolument impacter la vie de nos populations dans cette partie de la ville de Kinshasa. Et d'ailleurs, je crois que ceux qui habitent ici, les riverains, voient déjà un certain regain
de leurs bénéfices en termes d'immobilier, ainsi de suite. Sur les zones en pente, comme Zambayandangi, l'entreprise Siske SA a fait le choix d'une chaussée rigide. Elle couvrira près d'1 kilomètre. Le béton mis en œuvre est d'une épaisseur de 20 cm avec une natte de ferraille. Le gain en temps enregistré sur le projet permettra que sa livraison se fasse avec 5 mois d'avance. Nous pensons qu'à la fin de cette année, donc au courant du mois de décembre, si l'agenda du chef de l'État le permet, il pourra venir ici inaugurer cette route, comme il venait de le faire récemment sur la route de Kindele. Le directeur général de la CGT a renseigné que toutes les contraintes qui pesaient sur ce projet sont en train d'être levées en vue de tenir les délais. C'est notamment la question des expropriations. Pour lui, ce sera un grand cadeau qu'aura fait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de cette partie de Kinshasa, qui pourra se mouvoir plus allègrement. Dans un geste significatif en faveur de l'autonomisation économique de femmes au Nord Kivu, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a exprimé son plein soutien à la mutuelle financière des femmes africaines, la MUFA. Lors du lancement officiel de ses activités à Goma, Martin Wedji-Léou, directeur général adjoint du FPI, qui a représenté le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le directeur général Bertin Modimo, a souligné que le FPI était prêt à offrir son soutien à cette initiative, en particulier en accordant des prêts à des taux avantageux. Ici, nous représentons son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie et le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Soyez assurés, et le FPI a une mission de vous accompagner, non pas seulement pour vos besoins individuels, mais il a un souci d'accompagnement du développement social. Ça c'est le gage de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour promouvoir l'effort. Dans son discours, la présidente du conseil d'administration de la MUFA Goma, Joséphine Saouda, a exprimé sa gratitude pour cet engagement du FPI. Elle a souligné par ailleurs que cet appui était d'une grande importance car l'objectif de la MUFA est de contribuer au bien-être social et économique des femmes, de leurs familles et de leur communauté. De plus, elle a noté que la MUFA s'efforçait de favoriser le développement de la partie est du pays qui a été marquée par des décennies de conflits armés. Il est à noter qu'à Goma, le directeur général adjoint du FPI, Martin Wedji-Léou, a également visité certaines usines qui fonctionnent dans cette partie du pays et qui désirent l'accompagnement de cet établissement public de l'État congolais. Martin Wedji-Léou a de ce fait rencontré divers promoteurs et a inspecté plusieurs usines dont certaines sont confrontées à des défis de sécurité. Parmi les entreprises évoquées figure l'usine de cigarettes CTC qui est citée comme ayant besoin de financement pour étendre ses activités. De même, l'usine de production d'eau minérale Trémidis, victime de pillage en raison de l'insécurité, devrait bénéficier d'un soutien pour sa relance. Les établissements Banalu désiraient de créer une unité de production de préformes pour les bouteilles d'eau ont également reçu l'attention du directeur général adjoint du FPI. Cette initiative pourrait contribuer à répondre à la demande croissante de préformes dans la région est de la RDC. Le promoteur de Baklinda, quant à lui, souhaite développer la production de peinture. À en croire Martin Wedji-Léou, le FPI a déjà accordé un financement partiel à cette entreprise et l'évaluation de la faisabilité du projet est en cours avant le déblocage du financement restant pour lancer l'usine. Par ailleurs, avant de boucler sa visite de travail dans l'est du pays, le directeur général adjoint Martin Wedji-Léou a eu une séance d'échange avec le personnel du FPI. Il a exhorté le personnel à accroître la production pour répondre aux besoins croissants de l'industrialisation du pays à travers le FPI. Le directeur général adjoint a partagé sa vision de développement industriel et a souligné l'importance de la sensibilisation à la collecte de la taxe de promotion de l'industrie locale pour financer plusieurs initiatives restées à la demande.
Sous cette tente installée sur un terrain de football à Marrakech, près de 500 personnes ont trouvé refuge après le séisme. Parmi elles, Majda et sa famille. Après le séisme, nous nous sommes retrouvés sans maison. Le toit s'est effondré. Mais heureusement, nous avons pu venir dans ce centre, que les autorités de Marrakech ont mis à disposition. Mais il y a encore des gens dans la rue qui ne sont pas les bienvenus ici. Nous espérons qu'une solution va être trouvée pour eux. Ils n'auront pas à attendre des mois ou même un an. Il y a des enfants, des malades. Nous attendons de l'aide. Une aide attendue ici dans le quartier Sidi Youssef, où les bâtiments sont en mauvais état mais faute d'alternative, la vie reprend son cours dans l'inquiétude. Après le tremblement de terre, les gens ont cessé d'aller dans les magasins. Là, l'activité reprend un peu, les commerçants vendent à nouveau et les gens achètent. S'ils ne se bougent pas pour nourrir leurs enfants, personne ne leur viendra en aide. Siam est une des personnalités du quartier. Sa maison à elle n'a pas été endommagée, mais elle nous emmène à la rencontre des habitants pour que leur message soit entendu. Où est le gouvernement? Où sont les autorités? Les habitants de Sidi Youssef ne font-ils pas partie de Marrakech? C'est une honte. À l'intérieur de ces maisons, de nombreuses fissures se sont formées au mur. Le sol est instable, impossible de rester, par crainte que le bâtiment ne s'effondre. Alors pendant la journée, ces habitants vivent à l'extérieur. Et quand le soir arrive, tous partent à la recherche d'un endroit sûr où ils pourront passer la nuit. Place au rappel des principaux titres. La cérémonie de prestation des serments des nouveaux hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux s'est déroulée jeudi 14 septembre 2023 au Palais du Peuple, en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et puis la condamnation de Jean-Marc Kabunda Kabound a suscité de vives réactions de la part de la population congolaise. Et certains sont contre cette condamnation et d'autres par contre saluent la décision de la Cour. Et enfin, un nouveau rapport d'Amnesty International dénonçant des violations de droits humains commises au nom de la transition écologique en République démocratique du Congo a été publié mardi 12 septembre 2023. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BIC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.